Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Au sommaire ce mardi. Plus ou moins vulnérable au cancer selon son milieu social, les inégalités persistent même face à la maladie. Une situation révélée dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Au-delà de l'aspect pécunier et des modes de vie, le manque d'informations fait aussi de lourds dégâts. Il peut survenir à n'importe quel âge et il est une des principales causes de mortalité, l'accident vasculaire cérébral. Comment prévenir, détecter ou encore réagir en cas d'AVC? Nous verrons cela avec notre invité, le président de l'association Polynésie AVC, Anthony Salmon, nous éclairera en plateau. 1684 inscrits, 590 candidats présents et seulement 3 postes à pourvoir. Les épreuves écrites du concours administratif de secrétaire ont attiré du monde à Tipperary ce matin. Ces 25 dernières années, le cancer est la deuxième cause de mortalité derrière les accidents cardiovasculaires. Chaque année, plus de 800 nouveaux cas sont déclarés en Polynésie. Et selon le dernier rapport de la Cour des comptes, les populations les plus modestes sont plus durement touchées par la maladie. Les explications avec Léa Gondon et Mériteato. Sommes-nous tous égaux face au cancer? Selon la CTC, les inégalités provoquées par le cancer sont souvent accentuées pour les patients qui appartiennent à des milieux modestes et dans ces milieux, le risque de décès reste plus important. En effet, on a vu que chez les personnes qui vivaient dans un milieu plus précaire, il y avait plus de mortalité. Alors ça peut se retrouver à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ça peut être des personnes qui ont un mode de vie qui les rendent plus à risque de cancer, plus de tabagisme, plus de consommation d'alcool, plus d'exposition parfois professionnelle à certains risques. Mais le mode de vie n'est pas la seule raison de cette mortalité plus importante. Le rapport pointe du doigt une adhésion moins forte aux messages de prévention, accentuée par la méfiance envers ces messages, ainsi qu'une participation plus faible au dépistage et un recours plus faible aux soins, favorisant la détection tardive des cancers. Pour Laurence Tien, qui va au contact des personnes éloignées des soins, c'est surtout le manque d'information qui fait le plus de dégâts. C'est plus une méconnaissance, l'absence de vision de leur intérêt à prendre soin d'elles, parce qu'elles ne comprennent pas le sens du dépistage. Si elles n'ont pas mal, si elles ne sentent pas de boule dans leur sein, ils disent qu'est-ce que je vais aller faire, perdre mon temps pour un dépistage. En ce mois d'octobre rose, l'Institut œuvre avec l'opération Tarona Tere pour sensibiliser au cancer du sein. Mais pour aller plus loin, le rapport recommande au pays de mener une étude permettant de mesurer les conséquences des inégalités sociales sur l'incidence et la survie des patients atteints de cancer. Voilà, savoir en effet quelle est l'origine socio-économique des gens, où est-ce qu'ils vivent, à quel moment du stade de la maladie ils ont été diagnostiqués, voilà, est-ce qu'il y a eu une mortalité particulière dans certains cancers. Donc ça, c'est la deuxième étape, j'ai envie de dire, que maintenant on va pouvoir amorcer, qui est aller plus en détail dans les chiffres, mais qui évidemment demande du temps et des ressources humaines. Entre 2018 et 2023, le nombre de patients au CHPF a progressé de 23%, dont 25% pour les hommes et 20% pour les femmes. Une maladie qui coûte près de 4 milliards au pays chaque année. Autre pathologie qui n'épargne pas les Polynésiens, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Selon les derniers chiffres, plus de 400 victimes ont été déclarées en 2023 en Polynésie. Une journée de sensibilisation a été organisée aujourd'hui à Piré. Avant d'en parler avec notre invité, on écoute ce témoignage recueilli par Hiri Haute Ariki Erarahumaha. C'est arrivé un beau soir à 1h du matin. Ma maladie d'AVC, je suis tombé dans les toilettes. Heureusement que mon épouse était là avec mon beau-père. Ils ont tout de suite eu le réflexe d'appeler les pompiers. Ils sont arrivés à temps. Hein. Bon, j'ai eu un caillou au niveau de mon cerveau et au niveau de mon cœur. Toute ma partie gauche a été atteinte. Quoi. Je ne pouvais plus marcher, donc j'ai eu une mobilité réduite à plat. Hein. Un cerveau abîmé, c'est un cerveau qu'on ne sait pas trop réparer comme avant. On peut récupérer des fonctions avec une bonne rééducation orthophonique, kinésithérapie et psychomotricité aussi. La prise en charge et la rééducation est très très importante, mais à moins que ce soit un AVC léger, il y aura toujours des conséquences à minima. Voilà, je suis arrivé aux urgences, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe?
Ça n'arrête pas de poser là, même quel jour nous sommes, etc. Des fois, je n'arrivais pas à répondre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai plus de mémoire, j'ai commencé à perdre un peu la mémoire, j'ai commencé à perdre la notion du temps. Hein. Ma fille a tout de suite dit, c'est pas possible, mon papa est sportif, c'est pas possible. Et bien, finalement, même un sportif peut avoir un AVC. On peut être efficace que dans les premières heures. Donc il faut arriver à l'hôpital. Pour la thrombolyse, qui est le médicament qui permet de déboucher, il faut au maximum 4h30. Et pour la thrombectomie, qui est le moyen mécanique pour aller déboucher l'AVC, c'est au plus tard 6h. Et plus on intervient vite, plus on va sauver des neurones, plus on va limiter les séquelles de l'AVC. On fume trop à Tahiti, il faut arrêter de fumer. C'est les maladies comme le diabète, donc consommation de sucre trop important, les gâteaux, les apports en sucre. C'est l'hypertension artérielle, donc là il faut aller voir son médecin pour prendre sa tension. Donc ceux par exemple aussi qui vont manger trop de sel vont avoir de l'hypertension artérielle. Et puis enfin c'est aussi le taux de cholestérol très élevé et ça va être toutes les matières grasses qu'on retrouve dans l'alimentation. 6 mois après AVC, badaboum, la vie s'est arrêtée d'un coup. Aujourd'hui, je rentre chez moi, je vais reprendre la vie que j'ai laissée de côté avec mon épouse. Donc voilà, on reprendra petit à petit. J'ai hâte de travailler, j'ai hâte de courir dans la cour aussi. Mais bon, il faut aller tout doucement. Je n'ai pas envie de retourner là-bas. Après ce témoignage, on va plus loin au plateau avec le président de l'association Polynésie AVC, Anthony Salmon. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Anthony, l'accident vasculaire cérébral, communément appelé l'attaque cérébrale, c'est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau. On vient de le voir, tout le monde est vulnérable, sportifs, enfants, adultes. Vous-même, vous êtes un rescapé. Quels sont les premiers symptômes, les premiers signaux d'alerte? Je parle pour moi-même, Athéna. J'ai rien vu arriver. J'ai rien vu arriver, c'est mon fils qui a constaté les dégâts sur moi. Et bien, directement aux urgences, il faut appeler le 15. C'est un réflexe, le 15. C'est vraiment le réflexe sauveur, si tu veux. Ça limite les dégâts. Mais bon, j'ai eu ça en 2014, et ben, ça m'a laissé quand même des dégâts. Hein. Et quels ont été les symptômes physiques alors? Les symptômes physiques, alors, affaissement du visage, engourdissement d'un côté du corps, et on bafouille un peu en parole. Des fois, on perd l'équilibre. Voilà. Vous venez de le dire, le geste à avoir, c'est d'appeler immédiatement le 15. La prise en charge doit être rapide. Hein, les experts l'ont rappelé. Moins de 4 heures. Pourquoi est-ce qu'il faut cette prise en charge rapide? Les santé disent que moins de 4 heures, on peut encore sauver un rescapé de l'AVC. Mais au-delà, c'est foutu. Les neurones sont morts déjà. Et dans tous les cas, il y a tout de même des séquelles? Évidemment. Quelles peuvent être ces séquelles? Voilà. Je sais pas, un côté du bras qui ne marche plus, une jambe qui va de travers. Dans ce cas-là, il y a une rééducation qui est programmée. Comment se déroule la rééducation? Oui, alors la rééducation commence par le kiné d'abord. Moi, personnellement, je marche tous les matins. Ça me permet un peu de garder un peu la forme. Et moi, je fais mon kiné moi-même, voilà. Anthony, oui. Quelle vie après un AVC? Comment vit-on après avoir été victime? Il faut trouver un tremplin, hein, parce que là, il ne faut pas se laisser aller dans la maladie. Hein. On broie du noir et bien souvent, on se laisse aller et on part. Hein. Alors moi, j'ai choisi l'option la vie, voilà. Et vous avez aussi choisi de vous engager pour sensibiliser voilà. La population. Est-ce Voilà. qu'en Polynésie, aujourd'hui, on sensibilise assez? Pas assez, Athéna. Bon, si tu veux, cette année, on va se mettre à fond dedans pour la sensibilisation. C'est vrai qu'on est un peu... Alors, pour l'instant, on a un local qui nous a été alloué par la mairie de Pirée, dont je remercie monsieur le maire, qui est à l'Oridon. On est ouvert le mardi et le jeudi. Donc, pour ceux qui l'ignorent, c'est au niveau de la route de l'hippodrome à Pirée, le mardi et le jeudi. On ne peut pas se tromper, c'est un bâtiment jaune. Vous venez de le dire. Le tabac, le diabète, l'alimentation, l'hypertension peuvent être des facteurs de risque, voilà. Mais ils restent contrôlables, d'où l'importance de sensibiliser. Exactement. Qu'est-ce que vous dites aux personnes que vous sensibilisez justement? Quels sont vos conseils? Ne plus manger n'importe quoi, manger sainement, les produits du terroir. Pas toujours facile de changer ses habitudes. C'est vrai, c'est vrai. Quand je vois des jeunes là, au casse-croûte le matin,
le midi au casse-croûte encore, la bouteille de coca, ça fait peur quand même. Juste avant cette interview, vous nous confiez l'inquiétude des neurologues. Il y a eu un boom de nouveaux cas ces derniers temps. Alors je tiens cette information du neurologue Raphaël Buon. Il me disait que le boom a vraiment éclaté à 450 cas en 2023. C'est dingue quand même. D'où encore une fois, on le rappelle, on le martèle, le message, la sensibilisation primordiale. Ça, c'est primordial. Au Fénois, les maladies cardiovasculaires, dont l'AVC, sont la deuxième cause de décès chez les femmes après le cancer. Ce public est-il suffisamment averti selon vous? Non. Ben, on va s'y mettre, on va s'y attacher à la besogne, t'inquiète. Et du côté des pouvoirs publics, comment vous accompagne-t-il aujourd'hui? Pour l'instant, il n'y a que la mairie de Pirée qui me soutient dans mon action. Le pays? Le pays, pas encore. En fait, au travers des tentes. Bon, j'ai des neurologues, j'ai des neuropsychologues, des ergothérapeutes. Mais ils travaillent encore, ils sont toujours en activité. Mais ils me rejoignent dans le groupe pour justement faire de la sensibilisation. Et est-ce qu'éventuellement vous vous appelez également d'autres personnes à vous rejoindre au sein de votre association? Tout à fait, la porte est grande ouverte. Hein. Bien, merci Anthony Salmon d'avoir accepté notre invitation ce soir. En bref, ce fait divers, le directeur de Noutania et son adjointe ont été cambriolés dans leur logement de fonction la semaine dernière. Des maisons qui se situent dans le domaine pénitentiaire à Fa'a. Retrouvez un article détaillé sur notre site tntvnews.pf. Il y avait du monde ce matin au lycée Paul Gauguin et au collège de Tipperary. Non pas des élèves, mais les 590 candidats présents aux épreuves écrites du concours de secrétaire administratif. Ils étaient 1684 inscrits pour 3 postes à pourvoir. Reportage de Mouya Pierron sur des images de Sam Teinaouré. L'ambiance était plutôt calme ce matin. Les candidats, pas le moins du monde stressés, sont arrivés petit à petit. Pour être à l'heure, certains comme Nani et son fils, qui viennent de Papenhaut, se sont levés aux aurores. Nous avons pris le bus à 5 heures ce matin pour arriver suffisamment tôt et ne pas être en retard. Nous nous sommes préparés tôt ce matin et lui, cela fait un moment déjà qu'il prépare ce concours. J'ai beaucoup révisé, j'ai pris du temps aussi à suivre les anciens concours et tout, me préparer à fond. Et là, je sens que ça va aller. Aujourd'hui, 590 candidats ont planché sur 2 épreuves écrites, dont un cas pratique. À l'issue, 10 personnes seront retenues pour chacun des 3 postes en concours. C'est l'épreuve orale qui se tiendra entre les 9 et 12 décembre qui les départagera. Ce concours n'est ouvert qu'aux résidents permanents de Polynésie et les agents qui seront recrutés auront vocation à servir en Polynésie. Aujourd'hui au commissariat, c'est 86% des agents qui sont polynésiens, 60% des cadres. Et on a la chance d'avoir des collègues extrêmement engagés au service de la population. Ça, c'est une vraie chance. Et l'engouement ce matin et la présence nombreuse des candidats le montrent encore. Près d'une centaine de personnes ont été mobilisées pour l'organisation de ce concours. Des agents de la fonction publique d'État et des vacataires engagés par le biais du CEFI. Si au final, seuls 3 candidats seront retenus à l'issue du passage devant le jury, ceux qui passeront l'épreuve orale seront inscrits sur une liste complémentaire et seront prioritaires si le besoin personnel se faisait sentir. On enchaîne avec du VAA, focus sur l'événement de l'année sous tous les angles dans notre page spéciale. La sécurité, mot d'ordre de cette nouvelle édition de la Hawaii Kinui VAA. Après des incidents et un drame l'an passé, la surveillance et le contrôle seront accrus sur les VAA. Le port des gilets de sauvetage sera désormais obligatoire. Jessica Doucet s'est mêlée aux équipages juniors, femmes et super vétérans dans leurs derniers préparatifs. Le reportage. Après une édition 2023 marquée par des défaillances de rameurs pourtant bien préparés et surtout le décès de Kevin Quider, le comité organisateur a décidé de durcir les règles. La grande nouveauté cette année est que toutes les pirogues seront dotées de 3 gilets de sauvetage. On a demandé d'insister de mettre les bouées, 3 bouées à l'intérieur, de gilets, 3 gilets à l'intérieur du VAA pour le départ. Pourquoi cette décision? Il y a eu tellement d'accidents. C'est pour ça qu'on a mis des précautions. Si jamais il y a eu des accidents, c'est vite fait alors.
Les équipes se sont organisées en conséquence. Taishan Paddle, par exemple, a mis en place sa propre stratégie. Pour notre équipe, nous avons préféré mettre en 1, en 3 et au 6 pour que ce soit plus simple pour nous 6 au cas où il y a un danger. La plupart des équipages vont placer les gilets sous les sièges pour éviter d'être gênés. Mais que pensent réellement les rameurs de cette obligation? C'est très bien cette nouvelle obligation de la fédération. La Hawaii Kid de l'année dernière, il y a eu quand même des blessés. Je pense que ça ira, oui, c'est une bonne chose. Il y a des rameurs qui sautent à l'eau et qui se noient. C'est mieux d'avoir un gilet. Oui, non, mon avis personnel. Parce que quand tu regardes les Hawaïens, les Américains, il n'y a pas de gilet dans le pirogue. Et nous, par obligation, à cause des problèmes de sécurité. Mais si jamais ça arrive, on n'a pas le temps de mettre le gilet. C'est mon avis à moi, personnel. Ça fait des années que je rame. Le temps que ça arrive, si jamais la personne tombe dans l'eau, Quoi qu'il en soit, toutes les pirogues seront contrôlées avant chaque tronçon. Cette année, chaque bateau suiveur aura une fiche technique rappelant toutes les consignes pour intervenir en cas d'incident. Après Gino Colombel hier soir, nos équipes à Huahine vous proposent un nouveau portrait, celui de Teari Flore. Artiste et rameur, il a souvent laissé l'océan guider ses choix. Et même lorsqu'il ne participe pas à la grande course annuelle, il reste présent du côté des supporters. Lumière sur cet amoureux de la mer avec Naya et Davidson Bennett. Depuis son plus jeune âge, Teari a toujours baigné dans l'art. Dessin, peinture, mais aussi sculpture. Le natif de Huahine tire son inspiration de l'océan. Dans mes dessins, il y a toujours une connexion, souvent surtout dans les motifs, avec la mer, l'océan, tout ça. J'aime bien travailler la matière, on va dire, comme le bois, surtout le bois. J'aime bien sculpter le bois et mixer aussi la peinture avec le bois aussi. S'il dessinait ou peignait à la base pour le plaisir depuis 3 ans, c'est de manière plus professionnelle qu'il pratique sa passion. Depuis 2-3 ans, on m'a repéré par le festival Ono'u. Du coup, c'est comme ça que je me suis perfectionné, on va dire, dans les techniques et le rapport que j'ai eu avec certains locaux artistes et internationaux. Alors moi, j'aime pas trop rester dans le cadre, on va dire. J'aime bien partir sur différents styles, mais beaucoup de couleurs. Mais j'aime bien ce qui se rapproche du pop art, tout ça, et du local, et j'essaie de mixer le tout, en fait. Aujourd'hui, sa passion prend de plus en plus de place. Pour preuve, cette demande de fresque d'un particulier et ami. À tel point qu'il a dû faire un choix et délaisser son autre passion, qu'est le va. Je commence à voir mes copains arriver, du coup ça donne envie d'y être aussi, mais pour moi pas cette année parce que j'ai d'autres projets, j'ai des priorités. Mais du coup c'est toujours un événement festif et important dans notre culture. Et du coup, et puis on a de la chance, et chez moi, ça débute chez moi à Huahine, du coup on voit toute cette, cette effervescence à débuter chez nous. On sera sur le plan d'eau quand même au moins pour le départ. Ouais, je serai à Tatei pour voir mes copains en découdre. D'ici la fin du mois de novembre, c'est à Tahiti que Teari se rendra pour un projet d'envergure et une collaboration avec un artiste international. Et avant de refermer cette page spéciale, petit rappel du parcours de la première étape qui sera à suivre en direct sur TNTV à partir de 7h. Les seniors hommes et vétérans relieront Huahine à Uturua, Areatea, un trajet de plus de 44 km. C'est aussi demain que sera lancée la course des Taurea. Wahine et vétérans hommes de 60 ans, ils s'affronteront sur un parcours de 15 km entre Taputapuatea et Uturua. Plus d'informations à suivre sur notre site tntvnews.pf. Et on clôture ainsi cette page spéciale avec Inuiva à 2024. Après les Rarumat Ei, on fait escale à Makatea à bord du Marivanui. L'arrivée de la goélette est très attendue par les quelques dizaines d'habitants, notamment pour la vingtaine de tonnes de produits livrés sur cet atoll isolé au paysage particulier. Un reportage signé Punuatoti. Composé de falaises calcaires de 80 mètres de hauteur, Makatea se dévoile au navigateur telle une forteresse. Le Marivanui doit jeter l'ancre devant le débarcadère, inadapté pour accueillir son tirant d'eau. Des hélices jonchent le quai qui servaient autrefois à transvaser le phosphate de l'île vers des navires.
Sous le faré du débarcadère, tout s'achète rapidement. Une longue file d'attente se forme, car ici, le premier arrivé est le premier servi. À chaque escale du Mar Évanoui, c'est près de 25 tonnes de marchandises qui sont débarquées, principalement du gaz, des fruits et des légumes. Tu vois, hein, activité, ça bouge un peu là. Du coup, après, quand le bateau s'en va, chacun retourne dans ses occupations. Hein. Ouais. Voilà, du coup, c'est important le bateau pour tout le monde, hein, pour avoir le gaz, l'essence, le surtout. Le passage de la goélette est un rendez-vous essentiel dans la vie des 90 habitants de Makatea. Sans ce lien de vie, les moyens de subsistance sont l'agriculture, la pêche et la chasse au cavéo. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre fidélité au programme sur TNTV. Ciné Nuit spécial Halloween suivi de Koh-Lanta et de la série House of Cards. Demain matin, rendez-vous dès 7h sur notre antenne et sur notre site web pour suivre en direct la première étape de la Hawaii Kinui Va'a. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.